À nouveau Olivier Guillard, ça y est, on avait réussi à vous rejoindre. Bonjour Olivier, vous êtes chercheur associé à l'IEGA, spécialiste de l'Asie. Je voudrais quand même m'attarder sur ce principe d'interdépendance ou d'intérêt qu'on appellerait presque conflit d'intérêts, presque tant ces visions très dynastiques des choses et je te donne, tu me donnes et nous participons chacun les uns chez les autres, ce qu'on appelle notamment les chaebols dans l'industrie, ces grands conglomérats. Est-ce que vous pourriez, pour le grand public dont je fais partie, expliquer un petit peu cette tradition, je dirais, nippone et sud-coréenne? Alors, bon, pour les téléspectateurs, ils ne seront pas trop durs avec moi-même non plus. Je ne suis pas un spécialiste typiquement de ce microcosme politique. En revanche, je reviens largement sur le propos de l'interlocuteur précédent, donc, qui est extrêmement lumineux sur le sujet. La toute-puissance, entre guillemets, de ces acteurs qui sont cruciaux à mains égards pour la société sud-coréenne, à la fois consanguins d'un point de vue économique, mais également liés directement avec les grands capitaines également de la politique et de la société civile, font que les interdépendances sont telles que lorsqu'un rouage donc se grippe d'une manière durable, c'est évidemment le cas depuis la fin novembre et début décembre, c'est l'ensemble de cet écosystème qui en pâtit, et les ondes de choc sont considérables jusqu'au niveau du citoyen, jusqu'au niveau du citoyen qui, lui aussi, a parfaitement conscience que cette crise est donc malheureusement faite pour durer encore possiblement, au moins d'un point de vue constitutionnel, encore probablement un trimestre, sauf si les choses venaient à s'accélérer et que le bon sens du président, dont plus personne ne veut, à quelques pourcentages près de l'opinion, décide de partir dignement pour éviter que son pays, l'économie, l'image donc du pays du matin calme soit davantage encore érodée, n'en décide autrement. Mais il est certain que, par exemple, ces chefs ont un poids qui, à la fois aussi une responsabilité à l'égard du monde politique, mais également du citoyen, de l'électeur. Et malheureusement, il est certain que chacun, c'était le propos de notre ami il y a quelques instants, chacun cherche malgré tout à se couvrir et à subir le moins de pertes ou à moins d'ondes de choc ou de responsabilité. Donc les prises de risque ne sont pas maximales au niveau donc, de ces acteurs économiques qui, une fois encore, ont des règles de fonctionnement, des composantes, des acteurs et des intérêts croisés qui les interdisent dans une certaine mesure, tout en les protégeant, qui les interdisent, donc qui réduisent au minimum leur marge de manœuvre et surtout leur prise de risque. C'est évidemment dommageable quand on a l'importance et le poids de ces acteurs dans la société sud-coréenne contemporaine. Pardon, hein, mais on a presque l'impression d'une réaction d'enfant, j'utilise au pluriel, venue de la part de gens extrêmement sérieux qui tenaient vraiment leur économie. On le rappelle, c'est une démocratie jeune, mais la façon de voir les choses de façon dynastique, notamment dans l'économie, est assez ancienne en Corée. J'utilise Corée au sens large du terme. Oui, et donc on va dire cet héritage ou cette pratique dynastique au niveau économique s'exerce aussi sur la scène politique. Hein. On avait d'ailleurs, donc sans revenir très longtemps en arrière, nous avons 2 cas de présidents qui ont subi la destitution, donc assez récemment. La dernière, c'était Madame Park, la présidente Park en 2016, dans une configuration qui ressemble dans une grande mesure au niveau de la réaction populaire aux événements actuels. Madame Park était elle aussi issue donc d'une famille politique très importante, puisque donc son géniteur avait lui-même exercé les fonctions présidentielles dans ce pays. Donc évidemment, c'est dans ce monopole, entre guillemets, qui mêle intérêt économique majeur, donc on parle de la 4e économie d'Asie et de la 11e économie mondiale, qui est un acteur stratégique aussi important. On est le voisin immédiat de la Corée du Nord, on est un voisin immédiat également de la Chine et du Japon, un partenaire stratégique dont les Américains auraient du mal à se passer aussi, à mains égards. Donc tous ces nœuds, tous ces croisements, en définitive, fragilisent cet édifice en même temps qu'ils le consolident fort bien lorsque nous avons une gouvernance qui est bonne, qui est soutenue par une majorité de l'opinion. Malheureusement pour les Sud-Coréens, malheureusement pour l'image de ce pays qui va avoir un peu de mal à s'en remettre ces prochains trimestres, pour l'instant, donc tout ceci est malheureusement jeté aux orties par le comportement, entre autres. Vous évoquez l'attitude de l'enfant gâté, c'est un petit peu malheureusement ce que l'on peut interpréter dans l'attitude du président Yoon actuel, qui doit être soutenu par, je pense actuellement, selon les derniers sondages de l'opinion, par à peu près un votant sur 9. C'est très insuffisant, entre guillemets, en termes de légitimité, et ça envoie de très mauvaises, une fois encore, ondes de choc vers la sphère économique et vers l'environnement des affaires, entre autres choses.
Jean-Yves Collin, on cherche dans cette émission